Bonjour à tous. Bonjour. On est super content d'être là parmi vous. Le talk qu'on va faire, en fait, ça s'adresse plutôt à des gens qui connaissent pas bien Node. Donc, s'il y en a qui connaissent très bien, qui sont au premier rang, qui voilà, partent maintenant, on ne sera pas vexés. Mais vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Donc, on va avoir un talk, ça va être assez riche. On va vous parler de Node, on va vous parler de JavaScript en général. On va vous parler de l'écosystème. Puis on va commencer par se présenter. Donc moi je m'appelle Alexandre Victor, j'ai travaillé longtemps dans une grande banque française, la Société Générale, et je travaille maintenant dans une start-up, Fluo. Je suis Thierry Abaléa, je suis directeur technique chez Fluo. J'ai travaillé également à la Société Générale avec Alexandre et j'ai pratiqué le Java pendant 10 ans. Ouais, moi aussi, j'ai commencé le Java au début des années 2000. Donc même si c'est vendredi, on ne va pas troller sur Java. On aime beaucoup Java, ne vous inquiétez pas. Alors, Fluo, c'est une start-up dans le domaine de l'assurance. Et de manière très simple, Fluo se propose de faire la transparence, de vous expliquer vos contrats d'assurance de manière très simple. On a commencé par le mobile, donc sur la taille d'un écran mobile, notamment sur les cartes bancaires, mais également aussi sur l'auto et par exemple les prêts, assurances de prêts immobiliers. C'est assez riche ce qu'on propose. On développe appli mobile, Android, iOS, téléchargeable gratuitement. Je vous invite à la télécharger. Et puis, on travaille aussi en B2B en proposant notre technologie à des sites de vente de voyage qui vendent de l'assurance, mais également à des néobanques, là sous forme d'API ou de widgets intégrés dans leur appli mobile. Alors, chez Fluo, même si quand je suis arrivé chez Fluo, il y avait du Java côté back-end, de l'Objective-C, du Java sur Android et du JavaScript sur les sites, il y a eu un move. Et aujourd'hui, on peut vous dire en tout cas qu'on aime le JavaScript chez Fluo. Et alors moi, vous voyez, on aime bien le JavaScript, le CSS, on n'est pas encore super bon. Moi, quand je suis parti de la Société Générale il y a quelques mois, la première question c'était où est-ce que tu vas? Ok, une startup. Puis la deuxième c'était souvent et c'est quoi la stack? Et là, quand je disais du JS et puis mais côté back du Node, on me disait mais et t'y vas quand même? J'étais un peu décontenancé par la réponse. Puis j'ai eu ce beau t-shirt à mon pot de départ. J'ai eu plein de beaux cadeaux aussi. J'ai eu ce beau t-shirt. Si vous ne le voyez pas, il y a écrit « Stay JavaScript one more time ». Et j'avoue que je suis peut-être un petit peu attristé en fait, par le regard qu'on peut avoir dans la communauté Java sur tout ce qui sort de la JVM. Donc l'idée de ce talk, c'est, si vous êtes un peu dans cet état d'esprit, c'est de vous réconcilier un petit peu avec on va dire, le monde extérieur. Node n'est pas l'ennemi de Java. Mais alors, imaginons, je suis développeur Java, comment je m'y mets? Comment je m'y mets, Thierry? C'est assez simple. Juste avant de démarrer, quand même, disons un mot sur Node. Donc Node, même si ça a commencé par un développeur qui initie le projet, aujourd'hui, il y a beaucoup de contributeurs et il y a surtout une fondation qui va déterminer la gouvernance, la roadmap. Vous voyez qu'il y a des gros acteurs comme par exemple IBM, Google. C'est pas exhaustif, mais beaucoup de gens travaillent sur le projet. Alors, pour démarrer, c'est assez simple. Vous allez sur le site de Node et dès la homepage, vous avez moyen de télécharger un exécutable en fonction de votre plateforme pour démarrer. Alors, la première raison pour laquelle il faudrait s'intéresser à Node, c'est la simplicité, notamment la simplicité de démarrage. Donc là, on va voir un peu de code. Pour démarrer en Node, c'est simple, vous avez juste à créer un fichier. Là, en l'occurrence, monfichier.js. Pour l'exécuter, Node, mon fichier. Et ce que je vous propose, c'est de faire un tout petit serveur HTTP. Donc là, vous voyez, sur la ligne 5, l'une des premières lignes, on utilise le mot-clé require c'est en gros un peu l'équivalent d'un port, pour récupérer le module HTTP, ce qui va nous permettre de faire notre serveur HTTP. C'est natif en Node. Il n'y a pas de bibliothèque à installer pour faire ça. Et donc je peux créer mon serveur et sous forme de callback, là en l'occurrence, je vais renvoyer Hello World
plus la date, et je vais servir ça sur le port 8080. Et si je veux faire une ressource REST? Eh ben, il y a un petit peu plus de code, mais ça reste simple. Là, je vais préciser le header, le content type qui est de type JSON, et puis je vais avoir un objet JavaScript, un literal object, sur lequel il y aura deux propriétés, message, date, et j'aurai juste à faire un stringify, à le transformer en JSON pour envoyer le résultat. Ok, et un client? Alors, si on souhaite appeler par exemple une API REST, peu importe le langage dans lequel elle a été développée, on peut du coup là par exemple sur cet exemple, on va avoir faire un appel à la méthode get HTTP et on va encore gérer sous forme de callback le traitement de la réponse de ce service. Notamment, vous allez avoir deux événements qui sont symbolisés par les chaînes de caractères data et n. Data, c'est à chaque fois que je vais recevoir en fait ma réponse sous forme de morceaux. Je ne la reçois pas d'un coup et je vais pouvoir accumuler, c'est un buffer, je vais pouvoir accumuler la data. Et n, quand j'aurai le dernier morceau. C'est pas super simple, hein. Dans le browser, moi j'utilise un truc qui s'appelle fetch, à base de promesses. C'est pas la bonne nouvelle, donc ça c'est natif sur Node, mais si vous voulez plus simple, concrètement peu de gens utilisent ce que je viens de vous présenter, et on va utiliser là une bibliothèque de code qui s'appelle NodeFetch et qui va fournir l'équivalent de ce qu'on a dans le browser. Et donc vous voyez, c'est extrêmement simple du coup de faire un appel HTTP. Ok. Bah, vous avez peut-être été un peu surpris par le code. Là, on vous a montré vraiment du code brut de fonderie avec quasiment pas de dépendance, avec un modèle événementiel, pas mal de callbacks. Là, ce que je vous propose, en fait, c'est de soulever le capot et de voir pourquoi de base, ça marche comme ça. On vous a dit que Node, aujourd'hui, c'est supporté par des grosses boîtes, mais il faut savoir en fait que Node, ça a moins de 10 ans. La première fois qu'on en a entendu parler, c'était en 2009. En fait, c'était le petit projet perso en fait, d'un développeur Ruby qui s'appelle Ryan Dahl, un développeur de San Diego, et qui développait des sites web. Et en fait, lui, son dada, c'était de voir s'il n'y avait pas moyen d'avoir des stacks techniques pour faire des sites à haut trafic et gérer énormément de connexions. Il s'est intéressé un petit peu au fonctionnement des serveurs web. Il a vu des benches sur Apache, sur Nginx. Il a vu qu'Nginx, sur certains benches, était vachement plus performant. Et la grosse différence en fait entre Apache et Nginx, en tout cas à l'époque, c'est que Nginx, contrairement à Apache, repose sur des I/O non bloquants. Un petit peu comme ce qu'on a en Java avec Java NIO. Quand on s'intéresse en fait à comment ça marche, les I/O non bloquants, généralement au niveau modèle de threading, on va avoir des threads spécialisés. On va avoir des event loops. Si vous regardez en Java, le gros framework Java NIO, c'est Netty. Vous allez avoir aussi des event loops. Et lui, il n'était pas forcément fan de JavaScript, Ryan. Il était plutôt un développeur Ruby. Donc il s'est dit, tiens, en Ruby, est-ce que je peux faire des event loops? Il se trouvait qu'il y avait déjà un framework en Ruby qui permettait de faire ça, qui s'appelle Event Machine, si ma mémoire est bonne. Et le problème qu'il a rencontré, c'est que, et on aurait un peu la même chose en Java, c'est que même s'il a Event Machine, il a tout son écosystème Ruby, avec je sais pas, les drivers bases de données, voilà, tout ce qui permet d'interagir avec le monde extérieur, tout ça c'est en bloquant. Donc même s'il a ces belles event loops en Ruby, tout autour c'est du bloquant. Du coup il s'est dit tiens, ce serait pas mal d'avoir une stack où c'est du non bloquant de A à Z. Et puis je vais faire un nouveau truc, mais il faut que je choisisse un langage avant. Est-ce qu'il y a un langage où depuis le départ c'est conçu pour fonctionner avec une event loop? Et s'est tourné naturellement vers le JavaScript. Parce que le JavaScript, ça a été fait pour tourner dans un navigateur. Et comme dans beaucoup d'interfaces graphiques, vous avez un seul thread graphique. Et du coup, ça marche avec une event loop. Donc il s'est tourné vers le JavaScript. Et puis ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a combiné le moteur JavaScript de Google V8 avec une lib en C++ qui s'appelle libuv, qui permet de faire des I/O non bloquants. Et Node, au départ, c'est un petit peu de code de glue entre ces deux grosses solutions, et c'est tout. Donc pour nous, la deuxième bonne raison, en fait, c'est que techniquement, c'est vraiment super léger Node. On ne va pas vous embêter avec des chiffres, des benches, mais voilà, Node, ça démarre mais super vite. Au niveau de l'empreinte mémoire, c'est tout petit. Du coup, voilà.
Si vous avez une infrastructure cloud, voilà, Node, c'est vraiment économique, quoi. Si ça convient aux besoins, c'est vraiment économique. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Event Loop, l'architecture de Node, ça ressemble à ça. Quand vous allez avoir un message qui vient de l'extérieur, notamment une requête HTTP, bah ce message, en fait, il va être matérialisé par un événement qu'on va empiler dans une event queue. Et vous allez avoir une event loop, donc un thread, qui va sans arrêt en fait dépiler cette pile d'événements. Dans l'event loop, on va exécuter le code JavaScript, donc vous allez avoir le code vraiment de votre application. Et si vous avez besoin d'interagir avec l'extérieur, si vous avez besoin de lire quelque chose sur le file system, si vous avez besoin d'envoyer une requête sur le réseau, à ce moment-là, tout ce traitement-là, en fait, il va être délégué à un pool de threads qui va en fait être en charge de faire les I/O. Quand une réponse revient, rebelote, là, ça repart dans l'event queue. Et c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Le gros mécanisme, c'est ça. Mais alors là, tu nous parles d'un seul thread qui va traiter toute la logique, donc on n'aurait qu'un seul cœur qui serait sollicité. C'est quand même un peu un gâchis, non? Avec tous les cœurs qu'on a sur nos processeurs. Ça peut paraître choquant, hein. Même sur mon téléphone, il y a plusieurs cœurs, c'est vrai. Est-ce que tu connais d'autres technologies qui fonctionnent comme ça, avec juste un seul thread, utilisant qu'un cœur? Alors Java, il y a le Disruptor, on a parlé d'Nginx, il y a aussi Redis. À chaque fois, c'est des solutions, elles ne sont pas franchement connues pour être lentes, quoi. Il y a quand même de la perf. D'accord, mais si on veut vraiment saturer nos processeurs et utiliser tous les corps, comment on fait avec Node? En fait, on peut, et c'est prévu quasiment depuis le début de Node. En fait, vous allez avoir votre machine. Là, on va dire que c'est mon MacBook Pro, j'ai 8 cœurs. J'ai un Node qui tourne, ok, j'ai un cœur, il est mobilisé à 100%. Ce que vous aimeriez plutôt, c'est avoir ça plutôt. Voilà, j'ai 8 cœurs, autant en profiter, quoi. Ce serait dommage. Avec Node, ça se fait plutôt bien. Il y a un premier module qui s'appelle Child Process, qui permet de créer une sorte de sous-process Node qui va pouvoir être géré en fait par votre instance principale. Là, on va vous montrer un petit peu de code où en fait vous allez avoir votre programme principal, main.js, qui instancie une sorte de worker avec un fichier worker.js, et les deux peuvent communiquer l'un avec l'autre. Donc ça, c'est plutôt utile si vous avez des traitements lourds à réaliser. Donc comment ça va marcher? J'ai un module qui vient avec Node qui s'appelle Child Process. Donc là, le require, c'est un petit peu comme un import Java. Je récupère une fonction fork. Cette fonction fork, en fait, je vais pouvoir l'appeler en lui passant en paramètre le nom du fichier JavaScript qui va correspondre à ce que je veux exécuter dans mon sous-process. Donc là, voilà, je crée mon worker. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il faut faire communiquer les deux ensemble. Sur l'objet worker, en fait, je peux écouter des événements. Mon worker, il peut m'envoyer des messages. Donc là, vous voyez, j'ai mis une petite callback et je vois là qu'il est en train de m'envoyer des petits messages. Je peux aussi lui envoyer des messages au worker. Là, je lui envoie « Hello ». Et puis inversement, si je vais dans le fichier worker.js, je peux, grâce à l'objet process, écouter les messages qui viennent du node principal. Et là, j'ai un petit timer qui permet inversement d'envoyer à intervalles réguliers, là, toutes les secondes, un message à mon node principal. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, s'il y a des gros traitements à faire et que vous voulez pas en fait monopoliser l'event loop et du coup bloquer tout, ça marche plutôt bien. Maintenant, si vous avez une application web, et que vous voulez faire ce qu'on appelle du scaling vertical, donc vraiment exploiter toute la puissance de calcul pour cette application web, c'est pas forcément la manière de faire la plus simple. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre module, le module cluster, qui permet de gérer ça. Avec le module cluster, en fait, on va pouvoir créer autant de workers que nécessaire qui vont exécuter le même code. Et comment ça va marcher? Je vais importer mon module cluster. Là, comme je veux faire un petit serveur web, j'importe le module HTTP. Là, ce n'est pas indispensable, mais je regarde le nombre de cœurs qu'il y a sur ma machine. Et puis, avec l'objet cluster, j'ai un petit flag qui me dit, tiens, est-ce que tu es le nœud principal ou est-ce que tu es le worker?
Ici, mettons que je suis dans le nœud principal. Ce que je vais faire, c'est que je vais boucler sur le nombre de CPU, et puis je vais forker, en fait. Je vais instancier autant de nodes qu'il y a de CPU. Si je suis déjà dans un worker, bah, je vais exécuter le bout de code là, à partir de la ligne 15, et je vais en fait lancer un petit serveur HTTP qui écoute sur le port 8000. Et donc là, je vais avoir 8 petits serveurs HTTP, 8 serveurs nodes qui écoutent sur le port 8000 à la fois. Et ce qui est génial, en fait, c'est que tout ça, c'est du natif. Quand je vais avoir une requête HTTP qui arrive, il va y avoir un mécanisme de round robin. La requête, elle va être traitée par un des nœuds nodes worker. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, pour que le code là soit prod ready, bah, il faudrait gérer les cas en erreur, gérer le fait qu'il y ait un node qui puisse se vautrer et qui du coup il faudrait le redémarrer. C'est pas beaucoup plus de code. Là, ce que je vous ai mis là, c'est extrait de la doc de Node. Il n'y a pas beaucoup plus de code à rajouter pour que ce soit prod ready. Mais maintenant, c'est tellement classique qu'il y a évidemment des librairies open source qui le font pour vous. Ce qui est top en fait avec cette façon de faire là, c'est que c'est super utile, pas seulement en fait pour de la performance. Si vous voulez faire du déploiement sans interruption de service, bah, vous pouvez killer un des workers, lui demander de redémarrer avec la nouvelle version du code. Une fois qu'il est redémarré, vous passez au suivant et ainsi de suite. Et du coup, bah, y a une nouvelle version de l'appli bah, qui est prise en compte et les clients extérieurs bah, n'ont pas eu d'impact, quoi. Alors, ok, moi je suis convaincu par la simplicité, la légèreté, mais quand même le problème de Node, c'est JavaScript quand même, non? C'est vrai que c'est une grosse barrière à l'adoption de Node pour beaucoup de gens. C'est vrai que le JavaScript, c'est régulièrement un sujet de troll. Bon, comme c'est vendredi, hein, en voilà un. Il y a plein de défauts en fait dans JavaScript bah, qui sont liés en fait à on va dire des erreurs de jeunesse. Notamment quand vous utilisez égal en JavaScript, bah, ça ne fait pas vraiment ce qu'on veut, quoi. Et, bah, après, rapidement, c'est qu'il faut 3 égales, quoi. Il y a plein de problèmes, mais maintenant, bah, il y a aussi plein de qualités. Il y a des gens brillants comme Martin Fowler qui, bizarrement, bah, réécrivent leur bouquin en switchant de Java pour les exemples à JavaScript. La deuxième édition du bouquin Refactoring, bah, ça sera en JavaScript. Il y a des raisons à ça, et là on va en parler. Pour nous, ouais. Pour nous, clairement, l'une des raisons de faire du Node, c'est que le JavaScript, tel qu'on a pu le connaître à une époque, a beaucoup évolué et est aujourd'hui extrêmement agréable. C'est extrêmement agréable de travailler avec JavaScript. Alors, donc ça a beaucoup évolué, il y a eu différentes versions. On parle d'ES6 ou d'ES 2015. Qui a apporté un certain nombre de choses, notamment sur la déclaration le scope des variables, avec const, let, avec les lambda, énormément de choses, les classes. Et puis on a ES 2018 qui a été finalisé en janvier, mais qu'on a utilisé bien avant ça, puisque on est capable en fait d'utiliser les fonctionnalités et de transpiler, en gros de traduire pour si la plateforme ne supporte pas ces fonctionnalités-là. Et ça a changé quand même le langage. Et puis on peut encore aller plus loin et ne pas faire juste du JavaScript vanilla et utiliser Flow ou TypeScript. Alors Flow, c'est un type checker, donc c'est pas un langage en lui-même, qui est développé par Facebook, dont le but c'est d'apporter un système de typage à JavaScript. Donc on va pouvoir mettre des annotations au sein de son code JavaScript. Par contre, il n'ira pas aller plus loin dans les fonctionnalités, comme c'est le cas avec TypeScript. Donc TypeScript, c'est un langage, là pour le coup, avec un compilateur qui a été développé par Microsoft, avec pour objectif d'ajouter du typage, mais aussi de nouvelles fonctionnalités. En termes de typage, Flow et TypeScript sont très très proches. Alors, si vous faites du Java, il y a de grandes chances pour que vous fassiez du Spring Boot. Et si vous faites on va dire une petite API REST, vous allez avoir sûrement du code qui ressemble à ça. C'est simple. Ouais, c'est simple. Bon, il faut aimer les annotations. Bon, les goûts et les couleurs, moi je vous avoue que je serais plutôt parti du côté de Spring Boot avec l'API fonctionnelle, avec Webflux. Mais bon, ça fait le job, c'est sûr.
Si c'est le genre de truc qui vous plaît, la bonne nouvelle, c'est que dans le monde Node, vous pouvez faire des choses qui ressemblent, avec notamment un framework TypeScript qui s'appelle Nest, avec du code qui ressemble à ça. C'est du TypeScript, ça? C'est du TypeScript. Alors, il y a plusieurs choses en fait sur ces quelques lignes de code. Déjà, il y a quelque chose qui ressemble à des annotations Java, ce qu'on appelle des décorateurs en JS. Ça joue à peu près le même rôle. Vous avez des classes, bon ça c'est déjà dans ES6, et puis vous avez du typage. Alors le typage, il ne se lit pas exactement de la même façon qu'en Java, ça va plutôt s'apparenter à ce que vous allez avoir dans des langages comme Scala, comme Kotlin, comme Go. Ça se lit en fait dans l'autre sens. Vous avez le typage après. Et puis finalement, ça se lit plutôt bien. Par exemple, voilà, j'ai counter qui est de type number. J'ai greeting qui va me renvoyer vers un objet greeting avec un G majuscule. Et si on rentre un petit peu plus en fait dans le monde dans TypeScript, avec le code qui est derrière, tiens là je bascule, je vais sur un truc qui s'appelle Code Sandbox. Code Sandbox, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est un éditeur de code, plutôt fait au départ pour faire du React, mais du coup qui fait très bien du JS et aussi du TypeScript. Et c'est un éditeur de code, en fait, qui est vraiment très sympa, qui est en ligne et qui s'appuie, en tout cas là, sur un projet de Microsoft qui s'appelle Monaco. Monaco, c'est une des grosses briques de Visual Studio Code. Du coup, là, je peux écrire en TypeScript et j'ai des fonctionnalités qui ressemblent à ce qu'on a dans un éditeur. Donc là, je vous ai mis en fait une classe greeting. C'est un peu comme en Java. Là, le read-only, c'est comme final en Java. Donc, en gros, j'ai une classe, un objet immutable. J'ai un mot-clé constructeur. Donc là, juste là, rien de transcendant. On n'est pas très dépaysé. Le truc qui va un petit peu changer, à moins que vous soyez déjà en Java 10, c'est qu'il y a un petit peu d'inférence. Là, je crée une instance de ma classe. J'ai une variable. Et tout de suite, en fait, il voit que le type de la variable, c'est greeting avec un G majuscule. C'est un peu comme le mot-clé var en Java 10. Donc vous allez me dire, dans un truc qui n'était pas très typé au départ, c'est normal. Mais bon. Ensuite, là, juste pour vous montrer, là, quand je dis que le truc il est read-only, il est vraiment read-only. Là, j'ai vraiment comme une erreur de compilation. Donc ça ne peut pas marcher. Une fois que mon objet il est initié, instancié, je ne peux pas le modifier. On a aussi des interfaces. Alors les interfaces, elles sont un peu différentes des interfaces qu'on a en Java. Pour ceux qui ont fait du C#, ça ressemble un peu plus. Dans les interfaces, vous allez pouvoir exprimer des contrats de méthode et puis aussi des propriétés. Ici, là, je vais dire, dans une entity, je dois avoir au moins une propriété ID qui est de type number. Et alors moi, un truc vraiment qui m'a beaucoup plu en TypeScript, que j'avais vu avant en Go, c'est qu'en TypeScript, on a du typage structurel. C'est-à-dire que là, si je revois ma classe greeting, vous voyez, je dis juste j'ai une classe greeting. Ma classe greeting, elle a une propriété ID de type number. Ce serait bien que ce soit aussi une entité. Eh bien ouais, ça marche. Je peux faire un cast, ça c'est l'équivalent d'un cast, dire que voilà, j'ai une variable entity, de type entity, c'est la même que greeting. Je n'ai pas besoin de explicitement aller dire que greeting implémente l'interface. Ça se fait tout seul parce que dans ma classe, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment cool. D'accord. Bon, il y a quelques différences avec, par exemple, du Java 10, mais bon, franchement, Java, c'est bien aussi quand même. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même des fonctionnalités assez appréciables que là, pour le coup, on ne trouvera pas dans Java 10, par exemple. C'est la déstructuration. La déstructuration, ça consiste à pouvoir déclarer des variables dont les noms de variables correspondent aux propriétés de l'objet. Donc sur l'objet greeting, j'ai ID et content. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on va aussi avoir le type. J'aurais pas besoin de le préciser. En Kotlin, j'ai assisté à une université là, d'Evoque sur Kotlin, il y a quelque chose de similaire, on appelle ça la déconstruction. Par contre, ça fonctionne différemment et c'est basé sur l'ordre de déclaration. Et donc, moi, j'estime que c'est un peu moins souple. Et ça, on l'utilise beaucoup chez Fluo. Une autre chose qu'on apprécie beaucoup, c'est les string templates. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir utiliser une variable au sein de variabiliser une chaîne de caractères. Donc ça, pour les logs, c'est extrêmement pratique. Et ce qui est également pratique, c'est que ça supporte
plusieurs lignes. On peut écrire sur plusieurs lignes. Donc, par exemple, nous, on l'utilise pour des templates de mail qu'on va écrire directement dans le code JavaScript. Puis il y a même du typage à l'intérieur, là. C'est top. Et on a également les lambda. Contrairement à Java, ça va être des fataros qui vont être utilisés. Donc là, en l'occurrence, on a une lambda qui prend donc un paramètre input en entrée de type string. Ouais, je me suis trompé, ça peut être nul aussi. OK. Donc, comment on l'exprime en TypeScript ou en Flow? On utilise le pipe. On va parler d'union et dire qu'en fait, le type, c'est une chaîne de caractères ou nul. En strict sur TypeScript, ils sont forcément, quand je dis juste string, c'est not null, not undefined. Et là, il nous signale, TypeScript nous signale qu'il y a une erreur possible parce que je peux appeler du coup length. Enfin, je vais tenter d'accéder à une propriété sur quelque chose qui est peut-être nul. Donc on va pouvoir traiter le cas du if, de la nullité en faisant un simple if et je sais pas, on va retourner 42. Donc ça, en TypeScript, on appelle ça un type guard. Au niveau du if, le input, il vaut bien string ou nul. Par contre, une fois que sur la ligne return, puisqu'on a checké le nul, il sait que le type c'est forcément juste une string. Hop. Alors ça, c'était Code Sandbox. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité, Thierry, qui se détache des autres pour toi? Ouais, il y a effectivement une fonctionnalité que j'aime beaucoup, qu'on utilise beaucoup, c'est le spread operator. Alors, le spread operator, il est symbolisé par les 3 petits points. Et donc là, avec les accolades, les 3 petits points, on va pouvoir créer un clone de mon objet JavaScript. On parlera de clone, de shallow clone, de clone peu profond. Donc, il ne va pas aller en profondeur. Vous avez un autre exemple où on va pouvoir merger 2 objets JavaScript, avoir les propriétés des 2 objets JavaScript très simplement. Et puis, avec un petit exemple, juste pour comprendre, notamment si on a une propriété, là en l'occurrence Y, elle se retrouve dans les 2 objets. Si je merge, j'aurai en fait la valeur de B, parce que B a été déclaré après A. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et je vais vous montrer un cas d'utilisation chez Fluo. Alors, moi, quand je suis arrivé, quand je suis passé à utiliser JavaScript, j'ai repris certains patterns de Java, et notamment le pattern builder. Alors, on peut l'utiliser dans 2 grands cas, dans le code de prod pour créer des objets qui sont complexes. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est d'utiliser le pattern builder pour faciliter l'écriture des tests et pouvoir les maintenir dans le temps. Donc là, on a un objet cover, un type cover qu'on a chez Fluo, qui est une garantie d'assurance avec différentes propriétés. Je n'ai pas mis toutes les propriétés, il y en a beaucoup. Il y a par exemple les plafonds, un lieu où la garantie fonctionne, tout un tas de choses. Et si dans mon test, je souhaite avoir par exemple une garantie sur les frais médicaux, je vais devoir renseigner toutes les propriétés qui sont mandatory. Et donc ça peut faire beaucoup. Et sur un test, par exemple, le lieu de garantie, j'en ai peut-être pas besoin. Donc j'ai pas envie de surspécifier mon test. Donc on peut utiliser le pattern builder. Et donc ça donnerait quelque chose comme ça, quelque chose de très proche de ce qu'on ferait en Java. On initie un nouveau builder et puis on va pouvoir surcharger. Donc là, j'ai surchargé sur le type et la limite, mais j'ai pas précisé le lieu de couverture parce que je m'en moque. L'implémentation du builder, il est très similaire à Java et assez boilerplate. On va retrouver notamment des méthodes pour chacune des propriétés. Alors, il y a moyen de faire différemment. Si on fait du JavaScript C'était un peu long quand même. Oui. On peut, si on fait du JavaScript idiomatique, et notamment on utilise le spread operator, on va pouvoir avoir ça. Donc j'ai une fonction qui va permettre de me renvoyer donc une cover, qui prend en paramètre ce que j'ai appelé une cover shape, un sous-ensemble des propriétés de cover, seulement celles que je souhaite surcharger. Pour ça, en TypeScript, on va parler de partial. Et donc, je vais avoir un default cover qui contient un certain nombre de valeurs, mais peu importe quelles sont ces valeurs. Et je vais utiliser le merge avec les spread opérateurs pour merger le default avec les propriétés surchargées. Du coup, dans le code, on voit que c'est beaucoup plus simple à écrire.
Et puis, c'est extrêmement simple aussi à utiliser, où là, je précise, je surcharge le type, la franchise, mais pas le lieu. Donc ça, c'est extrêmement sympathique. Effectivement. Alors, le dernier gros sujet qu'on va aborder, c'est l'écosystème. Parce que pour le coup, l'écosystème Node est vraiment énorme. C'est en partie lié à la jeunesse de Node. Un petit projet open source fait par un petit développeur comme ça sur son temps libre. Du coup, en fait, dans la communauté Node, il y a beaucoup de développeurs qui utilisent Node au boulot, quoi, qui ont aussi leur compte GitHub et qui contribuent en fait à l'écosystème. Alors évidemment, ça a quelques inconvénients. Parfois, certaines libs sont pas ultra matures. Mais on trouve quand même que c'est quand même un gros plus pour Node, parce qu'il y a quand même un écosystème super riche, il y a quand même beaucoup de pépites en fait, dans cet écosystème. Alors quelque chose qui est un petit peu qui est presque implicite quoi, quand on fait du Node, c'est que déjà on bénéficie de tous les outils qu'on utilise déjà quand on fait du front-end, quand on fait du code qui va tourner dans un navigateur. Donc il va y avoir, si vous utilisez Maven, vous allez avoir NPM pour gérer des packages, ou une alternative faite par Facebook qui s'appelle Yarn. Pour écrire des tests, pour lancer des tests, nous on aime bien utiliser Jest parce que ça fait un petit peu tout, ça vous fait aussi le coverage, c'est simple à utiliser. Et puis il y a un truc qui est peut-être un peu moins connu, qui s'est pas mal répandu dans la communauté JS ces dernières années, c'est Prettier. Prettier, en fait, ça permet de vérifier les conventions de code, de vérifier que le code est bien formaté. Et ça check le code, et puis ça le modifie aussi. Je ne l'ai pas testé, mais on peut faire tourner Prettier aussi sur du code Java. Pour le coup, Prettier, ouais, c'est vraiment un truc top, quoi. Il n'y a plus de questions à se poser sur, voilà, ton code il est formaté de telle ou telle façon. On le met dans l'intégration continue, et c'est réglé. Puis enfin, dans l'écosystème, au niveau environnement de développement, il y a Visual Studio Code. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Monaco. Visual Studio Code, donc ça a été open sourcé par Microsoft. J'avoue que moi, comme beaucoup, quand c'est sorti, j'étais très dubitatif. Je ne suis pas vraiment un fan de Visual Studio. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font avec Visual Studio Code? Et ça a tout explosé. Visual Studio Code, c'est vraiment, je pense que tout le monde l'utilise. Même toi, tu as abandonné Atom. Je suis passé d'Atom à VS Code. Et alors, Visual Studio Code, c'est vraiment plus qu'un éditeur. Vous avez un debugger. Là, c'est une petite capture d'écran sur une séance de travail. C'est Visual Studio Code. Le debugger, il est digne de ce qu'on peut trouver dans un IntelliJ. Maintenant, je vous dis tout ça, mais il y a des grandes chances, même si vous n'avez pas Visual Studio Code installé sur votre machine, que vous ayez déjà un super debugger installé sur votre machine, sans rien faire. Pourquoi? Parce que si vous avez Chrome, vous avez déjà un debugger pour du code Node. Il vous suffit de taper dans la barre de tâches about de .inspect ou chrome de .//inspect et vous avez un debugger. Et même plus qu'un debugger, c'est même un profiler. Si vous vous intéressez aux performances, si vous aimez les flame graph par exemple, ça fait tout ça. Et hop, ça marche. Donc là, je vous ai fait une petite capture d'écran. Ça, c'est un flame graph pour analyser en fait les performances, la consommation CPU. Donc on ne le voit peut-être pas et vous connaissez peut-être pas les flame graphs, mais en gros, plus j'ai un truc qui prend de la largeur, plus ça a pris de temps. Et après, ça descend du haut vers le bas si jamais j'ai des fonctions qui appellent d'autres fonctions. Et donc là, je vois ici que c'était au démarrage des process de Fluo, j'ai une fonction reduce qui a appelé d'autres fonctions event reduce. Et là, ça prenait beaucoup de temps. Et honnêtement, générer ce type de graphe, ça prend 30 secondes, quoi. Je vous défie de trouver une plateforme sur laquelle c'est aussi simple de profiler la consommation CPU. Bon, bien sûr, vous pouvez aussi vous intéresser aux allocations mémoire. Donc là, c'est rebelote. Plus c'est large, plus ça a alloué de la mémoire. Donc ici, là, j'ai une fonction deserialize qui a alloué beaucoup de mémoire. Et puis on voit ensuite quelles ont été les sous-fonctions qui ont été appelées. Donc ça, franchement, c'est top, quoi.
Maintenant, je vous dis tout ça, vous vous dites peut-être, bon, bah, ok, je reviens lundi, et comment, au bureau, comment je fais pour implémenter, pour coder une vraie appli en Node? C'est une question qu'on m'a posée, moi. Est-ce qu'il y a des frameworks, par exemple? On n'a pas Spring Boot en Node. Mais qu'est-ce que tu souhaites faire comme application? Bah, je vais faire, je sais pas, moi, une petite API REST ou déjà peut-être pour commencer un petit frontal web pour ma GUI. Ok. Donc bah là, il existe pléthore de frameworks web. On l'a vu qu'on pouvait faire du REST sans aucun framework, mais par exemple, si vous voulez gérer un système de routing, ça peut être utile d'utiliser un framework. On en a cité deux là. Express est clairement le plus utilisé de tous, extrêmement utilisé. Il fait partie aussi de la fondation Node, et il y a tout un écosystème d'autres outils, d'autres frameworks qui se basent sur Express. Personnellement, on utilise Koa, notamment pour sa simplicité. Oui, petite alternative un peu plus légère. Au niveau base de données, on est obligé d'utiliser MongoDB? Non, fort heureusement non. On peut utiliser à peu près tout type de bases de données, des bases de données relationnelles. Nous, on utilise MySQL. Le driver est extrêmement performant. Et puis, on peut même utiliser des bases de données propriétaires comme Oracle. Ça pose pas de souci. Maintenant, si vous voulez faire utiliser des bases NoSQL comme Redis, Cassandra, ça ne pose pas de souci. Dernière question, dans les grosses boîtes, même dans toutes les boîtes finalement, en fait, on a rarement une application qui est autonome, quoi. On dépend souvent de services développés par d'autres équipes. On est obligé d'intégrer tout ça avec du reste? Non, non, évidemment que non. Par exemple, si vous voulez utiliser gRPC, qui est donc un framework qui est développé par Google, qui permet de faire du RPC de manière synchrone, asynchrone, d'avoir des interfaces ça utilise Protobuf aussi derrière. Et ça fonctionne. Ils n'ont pas eu trop de mal à proposer ça à un driver Node, puisque en fait, en Node, c'est extrêmement facile d'avoir un binding sur une bibliothèque écrite en C. Donc en fait, tout ce qui existe en C, assez rapidement, on peut l'avoir en Node avec un binding. GraphQL, alors ça porte mal son nom, c'est pas lié aux bases de données graph. C'est à la fois une spécification et puis une technologie développée par Facebook. De manière simple, c'est pour en gros faire un peu une gateway de différents services par rapport à différents front-end. Et l'implémentation de références fournie par Facebook est développée en Node. Et puis on trouvera évidemment des drivers pour d'autres technos comme Kafka. Alors, chez Fluo, aujourd'hui, on a passé le cap des 200 000 lignes de code. On a commencé, donc j'ai dit qu'il y avait plusieurs langages, il y avait du Java à l'origine, de l'Objective-C, du JS, et toutes ces plateformes, les SDK mobiles, tout ça, c'était compliqué. On a fait des sites web en React, et puis on a découvert React Native. React Native nous permettait d'utiliser le même code, d'avoir en gros 90% du code qui est le même sur Android et iOS. Appréciable. Donc du coup, le web JavaScript, mobile JavaScript, bah pourquoi pas le serveur. C'est comme ça on s'est dit, tiens, Node c'est intéressant. C'est pas parce qu'on se disait que Java n'était pas une bonne technologie, Java était en place et on était convaincus, mais l'idée c'était de pouvoir écrire dans un seul langage. Et donc aujourd'hui, ça nous permet quand même de pouvoir travailler sur l'ensemble des couches mobiles, web et serveurs avec voilà, une connaissance et une maîtrise d'un langage. Alors, vous avez vendu beaucoup Node, hein. On n'a pas Notre propos, c'est pas de vous dire que c'est la solution magique à tout, hein, bien sûr. Il y a certains cas où voilà, Node va pas faire le job, quoi. Si vous avez des besoins très très spécifiques de performance, peut-être qu'il faudra regarder ailleurs. Maintenant, ce qu'on pense, c'est que Node, bien souvent, peut répondre aux besoins. Si on récapitule un petit peu sur les bonnes raisons de s'intéresser à Node, alors, il y avait la simplicité. C'est très simple en fait de s'y mettre. C'est très léger techniquement. Le JavaScript, honnêtement, c'est un bonheur en fait de travailler en JavaScript. Ça peut être bizarre, hein, mais c'est vraiment l'environnement et le langage fait que c'est vraiment très sympa de développer en JavaScript. Et puis il y a l'écosystème.
Et là, vous allez me dire, mais il manque peut-être une 5e raison. C'est quoi cette 5e raison? En fait, la 5e, c'est qu'il n'y a pas de bonne raison de ne pas s'intéresser à Node. En tant que développeur, on n'a aucune raison de se concentrer sur une seule stack. Comme le disait un certain Sandro Manchusco il y a quelques années ici à Devoxx, Sandro, c'est le créateur de la communauté Craft à Londres. Il n'y a pas de bons développeurs Java, il n'y a pas de bons développeurs C#, il y a des bons développeurs et point barre. La techno, ça reste un outil. Puis je pense que la curiosité, c'est une bonne chose. Notamment, vous pouvez prendre aussi, en allant voir un peu dans les autres technos, ramener des choses qui ne sont pas spécifiques à la technologie. Je sais pas, par exemple, en .NET, moi j'ai découvert un peu l'event sourcing, le CQRS, qui était beaucoup plus présent dans cette communauté-là. C'est dommage. Donc, allez voir les autres communautés. Donc, on vous encourage à regarder Node ou autre chose, hein, si vous voulez faire du Python. C'est bien aussi. Voilà, on a terminé. Merci à tous. On a 4 minutes pour les questions. Questions qui portent sur Node, sur le langage JavaScript. Oui. Ouais. Attends, il y a peut-être un micro. Je répéterai la question. Allez. Le plus gros défaut de Node.js, c'est une bonne question. Il y a eu pas mal de débats en fait sur le modèle de programmation asynchrone, sur pourquoi des callbacks au début. À l'époque, j'ai vu pas mal d'articles en fait sur pourquoi pas des promesses, parce que même si tu as une API de callback, tu peux la transformer en API de promesse. Moi, personnellement, je préfère les observables, donc et peut-être c'est pas un truc qui me gêne, mais avec une production avec un très fort trafic, c'est pas encore le cas chez Fluo, même s'il y a des acteurs qui gèrent de très gros trafic sur Node, il y a quand même, à mon avis, moins d'outils en termes de profiling, de perf, et moins d'expérience que sur des technologies comme Java. Donc il peut y avoir quand même... les outils de profiling, on les a montrés. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a moins de docs. En fait, il y a un GC, tu as une VM un peu comme la JVM avec V8. C'est moins clair le fonctionnement en fait. Tu sais qu'en grosso modo, ça a un comportement un peu similaire, mais savoir vraiment comment ça fonctionne, là tu vas avoir du mal à trouver de la doc, et puis ça change un petit peu en fonction des versions de Node. Donc il y a peut-être ça aussi, ouais. D'autres questions, oui? Donc la question, c'est quand... Non. Alors, il y a deux questions. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a des gros calculs et c'est adapté? Non. On peut essayer d'avoir des trucs cluster, mais je ne pense pas que ce soit... Après, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle gros calcul. Comme l'a dit un certain Thomas il y a 2 jours, on passe notre temps à optimiser ce qu'on ne mesure pas. Il faut voir déjà, tu vois, ce qu'on appelle gros calcul. Je ferai une simulation de Monte Carlo, quelque chose de CPU intensive. Node ne serait pas approprié, mais je peux très bien avoir toute la logique qui est écrite en Node, qui n'est pas spécifique avec une grosse puissance de calcul, et puis appeler un service Java, Go ou autre pour ça. Après, l'autre question, c'était... Est-ce que ça sert seulement pour faire du crude? Non. Bah non, nous, on a pas mal de logique métier. Et non, c'est pas clairement la réponse, non. C'est pas que des applications basiques, quoi. On fait même un peu de domain-driven design avec la notion d'agrégat, et on a vraiment du métier assez riche implémenté côté serveur en Node. Ouais. Est-ce qu'il y a des ORM de qualité type Hibernate en Java? Ouais. Est-ce qu'il y a des ORM de qualité? Alors, je t'avoue que, bien qu'ayant été un fan d'Hibernate il y a quelques années, c'est moins dans mes, on va dire, dans mes centres d'intérêt. Il y a des ORM. Il y a un truc qui s'appelle Kenex, qui fait aussi un peu l'équivalent de Liquibase. Maintenant, est-ce qu'il est de qualité? Comme nous, on fait plutôt moins d'ORM. On va dire, je peux pas te dire. Mais je pense que il en existe pas mal. Après, avec le même niveau de fonctionnalité qu'un Hibernate que j'ai beaucoup utilisé, je ne pense pas, mais qui fonctionne bien, oui. Après, ce qui manque sur Node, c'est d'avoir un peu l'équivalent de JDBC. Vous trouverez, à part utiliser justement un ORM qui va aller au-delà de ce que ferait par exemple un JDBC, à savoir je veux utiliser 2 bases de données, une pour les tests et une pour la prod, un SQLite et un MySQL. Eh ben, on a dû écrire une petite surcouche de façon à pouvoir passer d'un driver à l'autre.
Il nous reste 20 secondes. Dernière question. Ouais. Alors, On est en flow. on développe en flow au grand désarroi, quoi. Après, c'est extrêmement proche. On utilise Flow pour des raisons historiques. On est quand même content de Flow. Et on l'a présenté plutôt TypeScript, un peu plus populaire. Et puis, ça permettait de faire tourner du code dans le navigateur, puisque TypeScript est écrit lui-même en TypeScript, contrairement à Flow qui est utilisé en OCaml. Mais franchement, je pense que le gain, TypeScript ou Flow, si vous choisissez déjà l'un des deux, bon, mon collègue n'est pas d'accord, mais bon. On a terminé. Merci à tous. Merci.